Salut à tous, c'est Yana et aujourd'hui on parle de thèmes très complexes, c'est le diagnostic tardif des personnes concernées l'autisme, TDAH ou l'autisme avec TDAH. Et plus précisément, on va parler du trouble bipolaire et l'autisme. Alors, si vous avez déjà entendu parler du diagnostic tardif de l'autisme chez les adultes, vous savez que recevoir un bon diagnostic après 30 ans, c'est presque comme gagner à la loterie. Les femmes autistes reçoivent souvent leur diagnostic après plusieurs erreurs, comme des troubles de la personnalité ou un trouble bipolaire. Et puis, après une analyse plus poussée, on se rend compte que 90% de nos symptômes sont en réalité expliqués par l'autisme ou le TDAH. Et pourquoi ça arrive? Les raisons sont nombreuses et j'en parle déjà dans d'autres vidéos. Et aujourd'hui, je vais aborder un point crucial, les cycles de haut et de bas qui sont caractéristiques des personnes neurodivergentes et pourquoi ces cycles sont souvent confondus avec le trouble bipolaire. Moi, je vis avec un diagnostic de trouble bipolaire de type 2 depuis de nombreuses années et au moment où il a été posé avec le TDAH, aucun psychiatre ne s'est demandé si ces problèmes venaient du TDAH ou de l'autisme et non du trouble bipolaire. J'ai dû démêler tout ça par moi-même, pas à pas, collectant des informations et analysant ce qui se passait réellement dans ma vie. Je tiens à préciser que ce n'est pas un désir de collectionner des diagnostics ou de me comparer aux autres avec plusieurs diagnostics. On fait ça pour essayer de vivre un peu mieux, pour se comprendre. C'est vraiment dommage que la plupart des médecins ne puissent pas nous aider dans cette démarche. Et un peu sur les diagnostics. On pourrait se dire comment peut-on confondre le trouble bipolaire, le TDAH et l'autisme. Après tout, le trouble bipolaire a des critères assez clairs, bien sûr, et en théorie, oui. Mais dès qu'on parle de personnes réelles, tout se complique. C'est quoi le trouble bipolaire? C'est des cycles. Il existe un autre trouble affectif, la dépression, qui est aussi cyclique. Elle se manifeste par des épisodes suivis d'une rémission. Mais le trouble bipolaire, c'est encore plus cyclique. Ça se manifeste par des périodes de montée et de descente. Les montées, c'est la manie ou l'hypomanie, une forme plus douce et contrôlable de la manie. Et les descentes, c'est la dépression. Tu peux passer de la dépression ou de la manie à la rémission, ou bien sans rémission, sauter de la manie à la dépression sans fin. Et comment savoir si une personne est en manie? Il existe des symptômes reconnus. Il y en a plusieurs, ce sont une énergie démesurée, bien au-dessus de la normale, une réduction du besoin de sommeil, un sentiment d'hyperactivité, quelque chose de très éloigné du calme habituel, un flot incessant d'idées, souvent avec un changement rapide de sujet quand on parle, un débit de parole extrêmement rapide, une sensibilité excessive, un excès de confiance en soi avec une sensation de toute puissance et une activité excessive ou de l'agitation avec un discours pressé, trop rapide, nerveux et de comportements à risque, conduite dangereuse, comportement sexuel imprudent, abus de substances, dépenses excessives, etc. Encore l'impulsivité et parfois des hallucinations. Et la dépression, elle présente ses propres symptômes, dont l'apathie, la mélancolie, la faible énergie, la baisse de l'estime de soi, des troubles du sommeil et de l'appétit. Et ce qu'on appelle la dépression atypique dans le cadre du trouble bipolaire a des spécificités. Par exemple, une lourdeur dans les jambes, c'est un symptôme très spécifique et atypique, ou une tendance à trop manger, au contraire de la dépression classique où l'appétit très souvent diminue. Pas toujours, mais assez souvent.
Et dans le trouble bipolaire, la personne dort plus, pas moins aussi. Et tous ces symptômes doivent être présents en même temps pour que le diagnostic soit pertinent. Par exemple, en période de manie, il y a des changements mentaux, plus de confiance, plus d'optimisme et physique, beaucoup d'énergie, moins de sommeil, plus de bavardage et de mouvement. Même chose pour la dépression, et ces états doivent durer plusieurs jours, minimum 2 jours pour l'hypomanie. Alors, c'était quelques mots pour les symptômes de la dépression, de l'hypomanie, en ce qui concerne de l'autisme. L'autisme, c'est des problèmes avec la communication, des comportements répétitifs comme des stimulations motrices, une dépendance aux routines, des intérêts spécifiques et des anomalies sensorielles aussi. Et pour le TDAH, c'est surtout des problèmes d'attention et de concentration, oubli, retard, et aussi de gestion de l'organisation et du multitâche avec l'hyperactivité. Si on parle de TDAH complexe, l'hyperactivité et déficit d'attention en même temps. Parce qu'il existe l'hyperactivité isolée, c'est un état assez rare, mais il existe. Et le plus souvent, on a le déficit d'attention isolé sans l'hyperactivité. Et c'est important de noter que l'hyperactivité peut être physique ou une hyperactivité intérieure aussi existe. C'est un flux incessant de pensées, souvent accompagné de bavardage et de préoccupations excessives. Et il y a aussi l'impulsivité. Et à première vue, rien de tout cela ne ressemble à de la manie, sauf l'impulsivité du TDAH. Mais voici la partie la plus intéressante, car l'autisme et le TDAH partagent des symptômes avec le trouble bipolaire. Par exemple, l'impulsivité, la dispersion de l'attention, les changements d'humeur fréquents, les variations d'énergie, l'agitation, l'irritabilité et l'agression et les pensées obsédantes avec les troubles du sommeil. Ces symptômes se retrouvent dans l'autisme et le TDAH. Donc, il n'est pas toujours évident de faire la différence, surtout quand ces cycles hauts et bas se produisent. Alors, oui, à première vue, on pourrait croire qu'il y a des points communs. Mais comment un spécialiste expérimenté peut-il confondre des symptômes cliniques aussi évidents du trouble bipolaire avec ceux de l'eunératypie, comme l'autisme ou le TDAH, et poser un mauvais diagnostic ou un diagnostic incomplet? Par exemple, diagnostiquer uniquement un trouble bipolaire alors que la personne a aussi un TDAH ou un TSA. Et souvent, ça vient d'un truc en particulier, les hauts et les bas émotionnels qu'on vit quand on est neuroatypique. C'est justement le cœur de cette vidéo, c'est pour ça que je l'ai faite. Et j'ai envie d'en parler à partir de mon vécu perso, de ma vie et de mes rendez-vous avec des psys. Alors, vous voyez ce schéma avec les phases de dépression et d'hypomanie chez les personnes bipolaires. C'est exactement ce genre de représentation qui permet de bien visualiser les différences entre un trouble bipolaire et une dépression unipolaire. Parce que quand on parle de dépression unipolaire, on alterne entre les phases dépressives et un état neutre. Alors que dans le trouble bipolaire, on est entre les deux états, c'est trop bien ou trop bas. Et seulement le troisième état est le neutre, c'est l'intermission. Oui, on s'appelle ça. Et avec le trouble bipolaire, on a entre les deux états, non, on a entre les trois états, c'est les hauts, trop bien, et les bas, trop mauvais, c'est la dépression. Et encore, le troisième état, c'est l'intermission, c'est un état normal. Mais maintenant, regardons un autre type de cycle, celui des personnes neuroatypiques, avec un TSA ou un TDAH. Et là, surprise, c'est le même genre de montagne russe. Bien, pas bien, bien, pas bien. Encore et encore. Alors, les cycles bipolaires, ok, c'est déjà quelque chose. Mais ce dont on parle trop peu, ce sont les cycles de montée et de chute chez le neuroatypique. Et pour nous, c'est un sujet hyper important.
Ces cycles, c'est notre quotidien. Ils se manifestent comme une alternance entre des phases d'énergie débordante, de productivité à fond et des moments de crash total, de vide et de burn-out. Tout le monde, même les personnes neurotypiques, peut ressentir ça va et vient. On a tous des bons jours où on veut tout faire, suivi de jours où on doit recharger les batteries. Mais pour nous, neuroatypiques ou les personnes avec une maladie chronique, ce n'est pas un petit déséquilibre. C'est un mode de fonctionnement quasi permanent. Dès qu'on retrouve un peu d'énergie, on se rue sur toutes les tâches qu'on a dû mettre en pause. On veut tout rattraper d'un coup. Sauf qu'on va souvent beaucoup trop loin. On pousse, on force, on dépasse nos limites. Et résultat, le corps dit stop. On s'écrase et bienvenue dans la phase de chute. En ce qui concerne la phase de montée. Dans cette phase, on se sent invincible. On est hyper concentré, on a plein d'idées, on est motivé comme jamais. On se jette à corps perdu dans un projet et on a l'impression de pouvoir déplacer des montagnes. On ressent de l'excitation, de l'inspiration, de la passion et tout devient stimulant. On veut tout faire, tout essayer. Mais puis, on a la phase de chute quand tout s'effondre. Sans prévenir, ça bouscule, on est vidé, fatigué, on n'a plus envie de rien, le cerveau est en mode brouillard, on rend même pour les trucs les plus simples, la motivation s'évapore, l'enthousiasme se transforme en surcharge, puis en repli. Et ce cycle, il peut être déclenché par plein de choses. Trop de stimulation sensorielle, un changement de routine, une obligation sociale imprévue, etc. Et chacun vit ses montagnes russes à sa manière. Parfois, ça dure 2 jours, parfois 2 semaines. Mais une chose est sûre, c'est épuisant. Et ce cycle est enfer. Franchement, pour nous les neuroatypiques, ce cycle de montée et de chute peut rendre la vie infernale, totalement. Et il y a plein de conséquences. Première, c'est que la récupération devient de plus en plus longue. À force de fonctionner en mode tout ou rien, notre corps a besoin de plus en plus de temps pour récupérer. Et chaque cycle creuse un peu plus notre énergie. Deuxièmement, notre humeur fait le lieu. Un jour, on est plein d'espoir, de motivation, de gratitude. Et le lendemain, c'est la mélancolie, le découragement, voire la honte. Troisièmement, revenir à un état stable devient un vrai combat. À force de osciller entre les extrêmes, on finit épuisé, douloureux et vidé. Et parfois, c'est là qu'apparaît le burn-out, le vrai. Sur le chemin, on le voit très bien. Plus les cycles avancent, plus la fatigue s'accumule. Et la ligne rouge illustre cette spirale d'épuisement. Alors que la ligne bleue représente un rythme plus stable, une consommation d'énergie plus douce et plus durable. Et alors, pourquoi nous sommes plus vulnérables à ces cycles? C'est en grande partie à cause de notre système nerveux. Il est à la fois plus sensible et plus rigide que celui de neurotypique. Plus sensible car on réagit très fort et très vite. Et plus rigide car on a du mal à sortir d'un état, à revenir à la base. Et on reste bloqué, mais ce n'est pas tout. Il y a 4 raisons pour lesquelles on tombe facilement dans ce piège. La première raison, c'est les hyperfocus et les hyperfixations. TDAH, TSA, si tu as un de ces états, bienvenue dans le monde des fixettes. Quand on est à fond dans un truc, plus rien n'existe. Ni la faim, ni le soin, ni le sommeil, juste nous et notre passion. Mais une fois le focus retombé, c'est le crash. Et il faut des jours, parfois des semaines pour s'en remettre. La deuxième raison, c'est le besoin de plaire. On essaie de s'adapter, de ne pas déranger, de faire comme tout le monde. On dit oui à trop de choses, on veut faire plaisir, rentrer dans le moule. Et on finit par s'épuiser à force de vouloir être à l'auteur.
La troisième cause, c'est le validisme intériorisé. On se juge avec des critères faits pour des neurotypiques. On se compare, on se sent nul et au lieu de s'écouter, on se pousse encore plus. Résultat, autoculpabilisation, surmenage et burn-out. Et la quatrième cause, c'est les troubles de l'interoception. On ne se sent pas quand notre corps tire la sonnette d'alarme. On dépasse nos limites sans même s'en rendre compte. Et quand on se rend compte qu'on est épuisé, il est souvent trop tard. Et maintenant, je voudrais parler de mon expérience perso, c'est très important. L'une des grandes confusions dans le diagnostic, selon moi, vient de la façon dont on raconte son histoire au médecin. Si on arrive chez le psy et qu'on dit « Docteur, je dors 2 heures par nuit, j'ai lancé un business en empruntant de l'argent, je couche avec n'importe qui », là, ok, c'est un tableau très clair. Mais la plupart des gens disent quelque chose d'autre. Par exemple, j'ai des hauts et des bas. Là, ça va mal, mais il y a quelques jours, j'étais super bien. Et c'est là que ça se complique. Moi, par exemple, j'ai toujours été ultra motivée, capable de bosser 9 heures d'affilée sans pause quand je suis passionnée. Parfois, je me sens inspirée, je suis sociable, j'ai plein d'idées, j'ai l'impression que tout est possible. Mais systématiquement, derrière ça, il y a une chute, une vraie, avec perte de confiance, baisse d'estime de soi, fatigue mentale intense. Et quand je décortique les symptômes, alors, hyperactivité? Oui, très souvent. Moins de sommeil? Oui, quand je suis en phase de fixette. Parole rapide? Oui, j'ai le TDAH et je parle déjà vite de base. Mais là, c'est encore plus flagrant. Idées nouvelles? Productivité explosive? Oui, mais toujours sur un seul sujet. Et ça, c'est la clé. Ce n'est jamais je veux faire 1000 trucs. C'est toujours un sujet, un hyperfocus, une hyperfixation. Depuis l'enfance, une série, un bouquin, une passion, ensuite les études, un nouveau job, le crossfit et beaucoup d'autres choses. Et quand je dors peu, ce n'est pas parce que je n'ai pas besoin de dormir, c'est parce que je suis tellement à fond que je veux continuer à lire, créer, m'entraîner aussi. Mais mon corps, lui, est KO. Je le sens, je suis crevée, mais je continue quand même parce que je suis hyper fixée. Et quand je parle beaucoup, ce n'est pas juste du bavardage, c'est souvent un infodump, encore une spécialité neurotypique. On balance tout ce qu'on sait sur notre passion, même à des inconnus. On parle vite, fort, avec excitation, mais ce n'est pas de la mania, c'est de la passion pure. Et l'impulsivité, les trucs un peu réfléchis, les décisions prises sur un coup de tête. Oui, clairement, ça me parle. Je peux dire ou faire plein de choses sur l'impulsion du moment, mais il y a 2 trucs à savoir. Premier, c'est que je suis comme ça tout le temps, depuis toujours, pas seulement dans les phases hautes. Et surtout, j'ai lu une citation hyper parlante d'une docteure en psychologie que je vous partage ici. Alors, un comportement à risque atypique des phases maniaques. Sexualité à risque, conduite dangereuse, jeu d'argent, dépenses incontrôlées, etc. Et chez les personnes avec TDAH, il peut aussi y avoir des comportements imprudents, mais généralement parce qu'elles n'anticipent pas bien les conséquences. En phase maniaque, c'est différent. La personne agit contre ses valeurs habituelles. Donc, la vraie question, c'est est-ce que le comportement est cohérent avec les valeurs de la personne ou est-ce complètement l'opposé? Dans le TDAH, on agit sans trop réfléchir. Et dans la manie, on se fout carrément des conséquences. Et voilà, c'est hyper clair comme distinction. Moi, j'agis à l'impulsion, oui, mais j'ai toujours conscience de ce que je fais. J'ai du recul sur mon comportement et surtout, je ne trahis pas mes valeurs, ni les miennes, ni celles de ma famille
bien sûr. Et quand on m'a annoncé que j'avais peut-être un trouble bipolaire et qu'avec un traitement, je me sentirais mieux, j'étais soulagée. Enfin, un médecin qui m'écoutait vraiment. Avant ça, j'avais l'impression de mal exprimer ce que je vivais, d'être incomprise et on me faisait de mauvais diagnostics avec des traitements à côté de la plaque. Mais là, on m'a proposé une thérapie de groupe en plus de traitement. Et comme je suis quelqu'un de sérieux, je suis allée direct, plusieurs fois. Au moins, je pense 10 fois. Et c'est là que j'ai pris une vraie claque. Parce que j'ai entendu les récits de dizaines de personnes diagnostiquées troubles bipolaires. Et tout racontait la même chose. Des cycles traînés, avec des rechutes, puis des phases de rémission où leur vie redevenait normale. Ils arrivaient à retravailler, à gérer leur quotidien, à avoir une vie sociale, à fonctionner normalement entre deux épisodes. Mais moi, non. Moi, je ne redeviens pas normal entre deux creux. Et j'étais en état de choc. Je me suis sentie hyper mal, presque honteuse, parce que moi, même en rémission, je ne fonctionne pas comme ces gens. Je ne deviens pas normale. Ok, je me sens plus vivante, je ne pense plus à mourir, j'ai des projets, des envies. Mes galères profondes, elles ne disparaissent pas. Genre mon incapacité à bien communiquer, à gérer le ton de ma voix, ou cette façon de parler trop fort, trop vite, trop tout. Même ici en vidéo, j'ai parfois l'air d'être en manie ou sous coke, mais c'est juste moi. Je suis comme ça depuis toujours. Et l'hyperfocalisation non plus, ça ne part pas. Je peux passer 10, 12 heures à fond dans un sujet. Ça peut de manger, de dormir ou même d'aller chercher mon fils à l'école. Et ça ne dépend pas de mon humeur, c'est tout le temps. Et ma sensibilité au son, aux odeurs, à tout, pareil. En dépression, ça peut empirer et dans les phases plus stables, je gère un peu mieux avec l'élan du moment, mais ça reste là. Par exemple, si je suis dans une bonne phase, je vais réussir à ranger mon bureau, mais ça ne veut pas dire que j'ai plus de difficultés que les autres. Et c'est là que j'ai réalisé un truc de ouf. Ok, j'ai un diagnostic, mais pourquoi je me sens si différente de gens censés vivre la même chose que moi ? On est censé être dans le même bateau, mais moi, je ne reconnais pas mon expérience dans la leur. Et il m'a encore fallu quelques années pour creuser vraiment le sujet, pour enfin commencer à comprendre ce qui m'arrive. Quand on m'a diagnostiqué un trouble bipolaire, j'ai lu plusieurs livres, des dizaines d'articles scientifiques et rien ne me parlait. J'avais l'impression d'être un imposture, que ça ne me correspondait pas du tout. Et c'est seulement quand j'ai commencé à creuser du côté d'un profil neurotypique plus complexe, TDAH, plus très autistique, que je me suis enfin reconnue et que j'ai trouvé d'autres personnes comme moi. Et tous ces hauts et ces bas, ce sont des conséquences de mon fonctionnement neuroatypique. Grâce à ce médecin qui m'a diagnostiqué avec TDAH et puis avec l'autisme, j'ai compris que ces cycles qui me poursuivent depuis toujours viennent d'un dérèglement neurologique. Je suis ultra investie dans ce que j'aime. Je développe des intérêts spécifiques, des obsessions même. Et mon attention est super tunnelisée. Depuis petite, je vois le monde à travers un prisme très étroit. Quand je découvre un nouveau centre d'intérêt, c'est comme une nouvelle raison de vivre. Mais à force de tout donner, je perds de vue tout le reste. Je m'oublie, je m'épuise et forcément, boum, burn-out. Et le pire, c'est que dès que je remonte un peu, mon cerveau se raccroche à une nouvelle passion et c'est reparti pour un tour. Sauf qu'on n'est pas des machines. À force, l'énergie s'épuise. À 18 ans, par exemple, tu penses que tu peux tout gérer, mais avec l'âge, tu récupères moins vite. Comme sur ce schéma que j'ai montré, les phases de récupération deviennent plus longues, plus lourdes et tu finis par tomber dans une vraie dépression. Et même quand tu remontes, tu ne redeviens pas une personne normale parce que tu es cramé. Tu continues de masquer ton fonctionnement, parfois même à toi-même.
Tu essaies de vivre comme un neurotypique alors que ce n'est pas toi. Tu ignores tes vrais besoins. Et je me souviens très bien de ce moment où je suis arrivée dans un groupe de personnes bipolaires et je me suis dit, comme j'ai déjà expliqué, ça y est, j'ai trouvé ma tribu. Mais très vite, en les écoutant, j'ai compris que non, ce n'était pas mon histoire et mon tribu. Mais maintenant, quand je découvrais ma neurotypie, j'ai vraiment trouvé les bonnes personnes comme moi. Et cette année, j'ai rencontré des filles comme moi. On est toutes différentes, âge, pays, parcours, mais nos vécus se ressemblent. Et ça, je ne l'ai jamais ressenti dans les groupes de bipolaires. Voilà. C'était un peu le bazar, très très long, mais j'espère vraiment que j'ai réussi à faire passer l'ensemble. Et pour quelqu'un, mon histoire sera une forme de boom, et ça vous aiderait un peu. Merci.